Les mutuelles Viamédis et Alméris, l'hôpital d'Armentières, dans le Nord, le groupe de transport CGA, et puis plus près de chez nous, la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, mais aussi le laboratoire de santé animale Virbac, il ne passe pas une journée, ou rarement une journée, sans que l'on parle de cyberattaques, avec des conséquences plus ou moins terribles pour nos entreprises. Avec nous pour en parler, Marc Bruat, directeur général de Squad, le cabinet de conseil et d'expertise en cybersécurité installé à Sophia Antipolis, mais aussi dans de nombreuses autres villes françaises. Marc Bruat, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous poser la première question. Squad existe maintenant depuis 2011, donc un peu plus de 10 ans, 13 ans exactement. Racontez-nous un petit peu l'histoire de sa création. Et puis, j'ai envie de vous demander, est-ce que déjà à cette époque, et est-ce pour cela que vous l'avez créé, les problèmes de cybersécurité étaient aussi prégnants qu'aujourd'hui ? Alors la société date de 2011, effectivement, on est deux fondateurs, Eric Guilherme et moi-même, et on est des sortes de dinosaures de la sécurité, puisqu'on a démarré ensemble en 97, déjà dans la sécurité. À la question, est-ce qu'en 97, il y avait un gros intérêt sur la sécurité, très, très faible, effectivement. En 2011, non, le sujet était déjà bien identifié. En revanche, depuis maintenant 5 ans, il y a une accélération folle des attaques, et heureusement folle aussi, ou peut-être pas aussi folle, de la prise en compte de la problématique. Alors Karine et Isabelle vont vous parler de tout ça. Mesdames, à vous. Alors, doit-on devenir justement parano avec toutes les cyberattaques qui sont rapportées dans les médias, et sont-elles une fatalité ? Une fatalité, non. Ceci dit, ce qu'on voit aujourd'hui, donc là, j'ai quelques données quand même à vous livrer, mais on est à 400% de croissance en fait sur ces 3 dernières années. C'est des chiffres de l'ANSSI sur les cyberattaques en France. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui est finalement le bras armé de l'État et qui dépend directement du service du Premier ministre. Et 400% donc en 3 ans de croissance des attaques. On considère qu'une société est attaquée en moyenne 29 fois par an. Alors heureusement, sur 29, quasiment jamais, ça touche en fait... l'objectif est atteint, fort heureusement, mais ceci dit, ça arrive. Et on parle d'un coût de 60 000 € par société attaquée. Ce qui est une vraie moyenne, puisqu'il y a des sociétés, on en parlera peut-être tout à l'heure, une récente qui a perdu pas loin de 25 millions d'euros. Voilà, donc la menace est très forte. Elle est liée à pas mal de facteurs. La première chose, en fait, c'est aujourd'hui la facilité qu'ont les hackers à trouver des outils, finalement assez simples. On trouve ça dans le dark web. Alors, le dark web, vous n'y allez pas, et moi, j'y vais pas souvent non plus. Mais ceci dit, ça existe. Et on trouve des outils pour faire soi-même ces kits de ransomware. On peut même utiliser des ransomware qui sont produits par des pirates et qui, finalement, fonctionnent un peu en marque blanche et perçoivent une rémunération si l'outil fonctionne. Il y a des tutos pour comment hacker. Donc en fait, il y a énormément c'est très facile aujourd'hui pour un hacker d'avoir des outils. Et concrètement, qu'est-ce que vous apportez comme solution pour combattre ça ? Alors pour combattre ça, pour donner du conseil utile. Non, nous on conseille donc nos clients. Donc globalement aujourd'hui, on travaille majoritairement pour des grandes sociétés. On travaille pour 50% des sociétés du CAC 40. Et donc, on les aide déjà à définir leurs problématiques, leurs besoins, leurs politiques de sécurité. Ensuite, mettre en œuvre des solutions qui permettent d'enrayer ce problème-là. Il y a un vrai volet aussi sur la surveillance, parce que c'est bien d'avoir installé des briques de sécurité, mais encore faut-il les suivre dans le temps, voir comment ça évolue. Et malheureusement aussi, et ça nous arrive assez fréquemment, et je pense que ça devrait arriver encore plus dans les mois à venir, on intervient en remédiation une fois l'accident sécurité arrivé. Donc on intervient vraiment sur toute la chaîne de la problématique sécurité. Est-ce que l'explosion de l'intelligence artificielle va démultiplier ces attaques ? Ah oui, elle le démultiplie déjà. Alors, il y a un bon et un mauvais côté. Enfin, de toute façon, c'est souvent ce qu'on dit de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour les hackers, par exemple, de faire des mails malveillants. Par exemple, avant, il y a quelques temps encore, les Russes avaient beaucoup de mal avec l'anglais. Donc globalement, quand vous receviez des mails un peu douteux, ça se voyait assez bien. Avec l'IA, aujourd'hui, les mails sont parfaits. Donc ça, c'est des possibilités qui sont données par l'IA aux hackers. Donc ça, c'est un problème, effectivement. Mais à la fois sur le versant défensif qui est le nôtre. A contrario, peut-être qu'elle peut vous aider aussi. Oui, bien sûr, puisqu'en fait, on surveille, nos clients surveillent, on surveille avec nos clients des tas d'informations, des tas d'équipements qui remontent énormément de données. Et c'est difficile humainement de vérifier tous ces éléments. L'IA nous permet de traiter beaucoup plus rapidement ces données, de vérifier si c'est des vraies attaques ou ce qu'on appelle des faux positifs. Donc l'IA est aussi un outil très utile en défense. On a l'impression que les hackers ont toujours un temps d'avance qui les forme. Vous disiez tout à l'heure qu'ils pouvaient trouver des renseignements, des tutos sur le dark web. Et que pensez-vous, des hackers éthiques certifiés ?
Eh ben, en fait, on en pense beaucoup de bien, d'autant qu'on en a près d'une cinquantaine chez Squad. Donc, oui, bien sûr. En fait, nous, on est souvent sollicités par nos clients pour aller tester leur sécurité, vérifier si c'est perméable ou pas, trouver des failles et évidemment prévenir nos clients de la faille et les aider le cas échéant, en fait, à la combler. Il y a aussi quelque chose qui se développe depuis des années, c'est tout ce qui est bug bounty. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les grandes sociétés, Apple, Tesla, mais même l'État aujourd'hui, l'État, en fait, a lancé un bug bounty, un appel finalement aux ethical hackers pour leur dire venez tester nos défenses. Et notamment, vous savez, le portail France Connect, aujourd'hui, il y a un bug bounty qui existe, qui est lancé par l'État pour aller demander de l'aide dans la détection d'éventuelles failles. Vous y répondez à ce genre de bug bounty ou pas ? Nos consultants individuellement peuvent y répondre. Nous, on n'y répond pas vraiment, parce qu'on travaille avec les sociétés, mais nos consultants peuvent y répondre. Et il y a des primes intéressantes. Apple, aujourd'hui, propose $1 million pour qui trouvera des failles dans son système d'exploitation. Sur la map monde de la cyberattaque, où situer la France ? Est-ce que c'est un pays très touché, peu touché ? C'est un pays très touché. On est sur la map monde justement de la cybersécurité. On est 5e pays le plus touché, alors loin derrière les États-Unis, soyons très clairs. On parle en 2022 de 2 milliards de dégâts et de coûts de la cybersécurité en France. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait toutes les sociétés ne sont évidemment pas protégées de la même façon. 80% de ce coût est supporté par des PME, TPE. 10% par le public, dont on voit, et les exemples que vous donniez tout à l'heure prouvent qu'il y a beaucoup d'établissements publics qui ne sont pas suffisamment bien protégés, et 10% pour les grandes entreprises, mais 10 milliards. Qu'est-ce qui explique cette place de 5e podium pour la France ? Une mauvaise, de mauvaises habitudes, une mauvaise protection ? Ce qui explique aussi, on retrouve finalement, il y a une similitude, je dirais, dans le classement des pays les plus riches. Et les plus riches, oui. Il y a plus de chances d'aller chercher une rançon dans un pays riche que dans un pays pauvre. Je pense que c'est la principale raison, elle est là. Néanmoins, il faut rajouter actuellement, et ça s'est particulièrement intensifié ces temps derniers, toute la partie géopolitique, où la France et les grandes entreprises françaises, pas seulement sont victimes et subissent énormément d'attaques. On voit avec la Russie en ce moment. Exactement. Pour ne pas la nommer, effectivement, la Russie en est le principal acteur. Est-ce que chaque pays qui est attaquant, entre guillemets, a des spécificités ? Est-ce qu'ils ont une signature qui permet de dire « Ah, c'est plutôt une attaque qui vient de l'Europe de l'Est » ou est-ce que ça se voit ? Il y a des signatures, bien sûr, parce qu'en fait, l'Europe de l'Est, c'est quand même vraiment là que ça se passe le plus. Il y a des sujets autour de la Chine aussi. Et puis, il y a des pays qui sont très forts, historiquement très forts en cybersécurité, donc en défensif, mais peut-être aussi en offensif. Je pense notamment à Israël. Israël très fort. La plupart des sociétés de soft cyber sont américaines ou israéliennes. Squad compte 830 collaborateurs, c'est énorme. Vous avez recruté 300 collaborateurs en 2023, c'est énorme aussi. Où vous arrêterez-vous ? Écoutez, on a prévu de recruter 350 personnes cette année, donc on n'a pas prévu de s'arrêter. On est très structuré sur le recrutement. On a une grosse équipe. On a 15 personnes qui sont dédiées au recrutement de profils en cybersécurité. On a des partenariats écoles nombreux, même locaux. On est partenaire de l'ISEN à Toulon. Et on participe à énormément d'événements, mais c'est un énorme travail, puisque c'est, on va dire, une des 2 plus grosses difficultés qu'on ait sur notre marché, c'est le recrutement. On connaît les difficultés de recrutement dans toutes les filières, alors celle-ci qui est très tendue, oui. Ouais. On voit, l'année dernière, justement par rapport aux 300 recrutements dont vous parliez, on a vu 8000 candidats. Pour donner un ordre d'idée, donc on recrute 3% à peu près des gens qu'on rencontre. Soyons clairs, il y a 2 cas à ça. On est très sélectif, mais les candidats sont eux-mêmes très sélectifs. Mais après ça, en fait, la deuxième difficulté, c'est quand même de maintenir les gens dans la société. Donc le turnover est quelque chose qu'on surveille de très près chez nous, parce que maintenant qu'on est assez connu dans le domaine de la cybersécurité, on doit faire partie des 5 premières boîtes en France. Ça donne des envies à certains confrères concurrents et parfois même clients de venir recruter chez nous. Donc, comment faites-vous pour vous assurer de la probité des gens que vous recrutez, parce qu'on est sur un domaine extrêmement sensible ? Vous avez raison. Alors déjà, en fait, nous, on fait 1/3 de notre activité dans le domaine de la défense. Donc, qui dit domaine de la défense nécessite d'avoir des gens qui sont habilités à travailler dans des environnements de défense. Donc là, il y a quand même des niveaux d'enquête qui sont très poussés, souvent d'ailleurs assez fastidieux et longs. Donc c'est un début de la réponse. Et de fait, nous avons l'habitude aussi effectivement de faire des enquêtes sur les gens que nous recrutons. Bon, sur 830 personnes, c'est la garantie à 100% et n'est pas certaine non plus. Pour pallier ces problèmes de recrutement, justement, vous aviez mis en place au sein de Squad la Squad Academy, qui forme en interne. Oui.
Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Ça fonctionne pas mal. Alors, sur la formation, effectivement, ça c'est un vrai sujet. Il y a des formations académiques en France, donc il y a énormément d'écoles cyber qui se créent en France, et ça c'est plutôt bien. Mais c'est pas suffisant. On parle là, à l'instant où on se parle, de 15 000 postes vacants en France, en cyber. Et donc nous, notre projet, c'est effectivement, et qu'on a déjà lancé l'année dernière, c'est d'arriver à transformer des compétences qui sont peut-être aujourd'hui en train de connaître une certaine obsolescence dans leur métier et de les amener vers la cyber. Donc ça fonctionne pas mal. On a formé 35 personnes l'année dernière. C'est moins qu'attendu, à vrai dire, ce qu'on prévoyait plus. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça fonctionne. Et là encore, j'espère que ça représentera un pourcentage important de notre recrutement en 2024. Vous avez une croissance à 2 chiffres. Oui. Elle s'explique par la multiplication de ces attaques, bien sûr, et donc le potentiel de clients qui vous sont offerts. Il y a aussi de la croissance externe. Est-ce que c'est pour vous un objectif ou pas du tout? Eh ben, jusqu'à maintenant, on n'en avait pas fait. Donc les 85 millions qu'on a réalisés l'année dernière étaient faits exclusivement en croissance organique. Là, on a réalisé une première acquisition en début d'année, une société qui s'appelle Newload, une société d'intégration de logiciels de sécurité. Et on va certainement être amené dans les mois et années à venir à en faire d'autres, soit pour aller boucher des trous technologiques qu'on aurait dans notre offre. Il y a des sujets qui nous intéressent beaucoup, notamment sur toute la partie cyber des objets connectés, cyber des systèmes embarqués, qui est une spécificité particulière qu'on adresse mais qu'on pourrait renforcer. Et puis il y a aussi le sujet des pays. On est aujourd'hui en Suisse, on est au Canada. On veut être en Belgique, on réfléchit à l'Espagne et on se rend compte qu'il est parfois plus facile ou moins difficile de démarrer par une acquisition que de partir de zéro. Votre force, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur de la cybersécurité, justement grâce à l'acquisition de Newload à l'automne dernier. Vous devez toujours avoir un temps d'avance, que ce soit sur les hackers, les méchants hackers ou la concurrence. Alors, quelles sont les tendances de la cybersécurité et quelles sont vos pistes, vous, de développement ? Alors nous, en fait, le sujet qu'on adresse le plus actuellement, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas très original, mais il y a un vrai sujet, en fait, dans l'intelligence artificielle avec la cybersécurité. On en parlait tout à l'heure, donc comment arriver à traiter une masse d'informations colossale et d'être capable de réagir vite. Mais c'est aussi une façon de peut-être pallier à ce déficit structurel de compétences qu'on a sur le marché. On aura du mal à les résorber, d'autant que les besoins vont être exponentiels. Donc l'IA peut permettre de pallier à cette carence de profil. Alors, il y a eu une actu récente. Le groupe de hackers le plus nuisible du monde a été durement frappé par une opération policière internationale. Ils ont revendiqué 1700 attaques pour près de 2500 victimes, dont 200 en France. Est-ce que vous étiez sur le coup? Non, on n'était pas sur le coup. En revanche, ce groupe de hackers, Logbit, auquel vous faites référence, est connu. Et non, mais en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés dans le domaine, dont Squad, mais pas seulement. Mais l'État s'arme fortement sur le sujet, dans tous que ce soit dans la gendarmerie, la police, etc. Donc en fait, ils sont très efficaces. Il y a une vraie coopération européenne, et je pense que c'est ce qui a amené au démantèlement de Logbit. Ce genre de réseau, c'est courant? Oui, c'est courant. Ouais, c'est courant. Il y en a eu précédemment encore. Il y en a tout le temps. Il va se recréer. En fait, malheureusement, il y a un petit côté. Voilà. Squad a décroché il y a quelques semaines la très prisée et très rare qualification PASI LPM. Alors LPM, c'est la loi de programmation militaire. Oui. Cette qualification, c'est celle de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, grâce à cette qualification, vous allez pouvoir renforcer toutes vos actions dans le domaine de la cyberdéfense des intérêts vitaux de la France. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, il y a une liste qui existe, ce qu'on appelle les OIV, organismes d'intérêt vital, en fait, qui sont, pour expliquer simplement, toutes les sociétés, toutes les fonctions qui, en France, doivent marcher même en cas de guerre. Donc, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est les télécommunications, c'est la police, etc. Donc en fait, toutes ces entreprises ou toutes ces entités sont taguées OIV et seules quelques sociétés sont habilitées à intervenir auprès d'eux, ou d'elles plutôt, pardon. Et Squad en fait partie. Et ensuite, il y a un sous-ensemble qui est celui lié plus spécifiquement au marché de la défense, qui est la loi de programmation militaire, où là encore, on vient d'obtenir effectivement la qualification PASI LPM. Et vu l'état du monde aujourd'hui, c'est plus qu'utile d'avoir cette certification. Ah oui, la demande est très forte. Enfin, il faut voir aussi, c'est assez intéressant, mais les entreprises dans le domaine de la défense sont et là encore, depuis le début du conflit en Ukraine, sont soumises à énormément d'attaques aussi. Donc, il y a de vrais enjeux.
On parle de sites sensibles, de filières sensibles, mais il y a aussi des événements sensibles. La France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Est-ce que vous vous attendez à des attaques particulières ou à une recrudescence de ces attaques pour 2024 ? Énorme en fait. Enfin, et je m'attends, et l'ANSSI s'attend, et le ComCyber de la gendarmerie s'attendent. En 2020, pour les JO de Tokyo, on avait recensé 450 millions d'attaques et l'ANSSI et le ComCyber prévoient 10 fois plus cette année, 4,5 milliards. Donc tout le monde est sur le pied de guerre. Les équipes des grandes entreprises, puisque ça va toucher tout le monde. Les congés déjà sont annulés pour la période des JO dans beaucoup d'équipes cyber de ces sociétés-là, mais aussi au niveau de l'État, il y a des renforts qui sont attendus. Et du reste, vous parliez tout à l'heure de l'ANSSI. L'ANSSI a aussi créé un label qui s'appelle PRIS, qui sont en fait les sociétés les plus à même de répondre en cas vraiment d'attaque majeure. Et donc, non, il y a une inquiétude, mais qui se prépare, qui est bien préparée en amont. Mais non, oui, ça risque de chauffer un peu. Quand on pense cyberattaque, on voit l'attaque sur des sociétés, mais c'est aussi peut-être plus pernicieux parce que ça peut être aussi des tentatives de déstabilisation politique. On se rappelle peut-être des punaises de lit qui, l'automne dernier, qui a bien occupé l'actualité. Ouais. Et en fait, derrière, il y avait peut-être une légère tentative de déstabilisation. C'est plus que peut-être, en fait. Aujourd'hui, là encore, c'est avéré que la Russie est quand même aujourd'hui met un peu le feu sur ces sujets-là. Vous avez parlé des punaises de nid. Les gilets jaunes, ça a été aussi un cas intéressant. Les agriculteurs, ils exagèrent les événements qui sont pour autant graves. Peut-être moins les punaises de lit, mais donc oui, il y a ça énormément actuellement aussi. Et donc ça va s'intensifier. Le sujet, rappelez-vous le sujet là, du problème qu'il y a eu pour la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions. C'est pareil, il y a eu un buzz négatif qui a été amplifié. Merci. Et vous parliez aussi tout à l'heure des coûts, des répercussions financières sur les entreprises. Vous disiez une entreprise qui a dû payer 25 millions de dollars. Ça, c'est un sujet intéressant parce que c'est directement lié à l'IA en fait. Je vous raconte l'histoire en 20 secondes, mais bon, globalement, c'est une arnaque au président assez classique. Un directeur général appelle son directeur financier, lui demande de faire 5 virements de 5 millions d'euros. Le directeur financier, bien formé, bien sensibilisé, se dit « oui, je ne sens pas trop le truc », donc il attend. Le directeur général le convoque à un point en visioconférence, et là, il est avec le directeur général en visioconférence avec l'ensemble de son codir qui lui redonne la même consigne. Là, le directeur financier dit voilà, je l'ai vu, il est là, c'est lui, il n'y a pas de doute, je le fais. En fait, tout ça a été bâti en fait, sur les technologies deepfake. En fait, c'est l'intelligence artificielle adaptée à l'image. 25 millions de dollars partis en fumée. C'est à Hong Kong que ça s'est passé, c'était il y a 1 mois et demi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur à tout le monde parce qu'il faut trouver maintenant les parades pour contrer ce genre d'incident. Et en parlant de parades, dernière question. Quels conseils vraiment pratico-pratiques donneriez-vous quand on se rend compte qu'il y a une cyberattaque qui est en cours? Alors, pratico-pratique, déjà, avant la cyberattaque, ce que moi je conseille à toutes les sociétés, notamment TPE, PME, prendre des assurances cyber. Ça existe. Et je pense que ce n'est pas du luxe par les temps qui courent. Donc, ça c'est avant l'attaque. Bon, mais une fois que l'assurance cyber est prise et qu'on subit une attaque, l'ANSSI a des antennes régionales un peu partout. Il y a le campus cyber, notamment qui est à Paris, mais dont vous devez savoir qu'ils ouvrent aussi ou prévoient d'ouvrir une antenne du côté de Marseille. Il y a des sociétés. Malgré tout, les sociétés ont des partenaires informatiques, pas tous experts en cybersécurité, donc il faut surtout très vite réagir. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas payer les rançons, puisque la plupart du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois payé la rançon, c'est assez classique, ça marche dans d'autres secteurs que le cyber. Il est probable que l'attaquant laisse une trace dans le système d'information qui lui permettra de revenir à la charge dans quelques mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre l'ordinateur, quitter Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, il faut éteindre les ordinateurs, oui, mais à la fois c'est déjà trop tard. Il faut tout de suite prévenir en fait les bonnes autorités, quoi. D'accord. Merci infiniment. Tout ça est absolument à la fois inquiétant et fascinant. Et j'en tire la conclusion que vous avez encore beaucoup de travail et de pain sur la planche. Je crois, oui. Merci beaucoup, Marc Gruat. Vous restez avec nous pour notre... Merci, mesdames. Merci. Pour notre rubrique suivante, le journal de l'écho.